Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Willow Creek, en Virginie, se mouvait comme une vieille mélodie, prévisible, tranquille, avec des silences que seuls les habitants du coin comprenaient vraiment. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait le nom de votre père, la tarte préférée de votre mère et l'année où vous aviez performé pour la première fois à la foire du village. Pour Emma, cette familiarité était à la fois un réconfort et une contrainte. À 19 ans, Emma portait des fardeaux bien au-delà de son âge. Alors que ses pères goûtaient à la liberté, Emma faisait face à des factures impayées, un piano silencieux et la menace imminente de perdre la maison ancestrale, une propriété coloniale transmise de génération en génération, au profit de la banque. La maison était un témoignage du temps. De larges porches, une peinture blanche écaillée, et des fenêtres qui tremblaient dans le vent de Virginie, mais pour Emma, c'était sacré. Chaque plancher grinçant murmurait des histoires de son enfance, des leçons de musique matinale et du rire de son père avant que tout ne change. Son père, Henry, possédait autrefois un petit atelier de meubles sur Main Street. Il fabriquait des chaises en bois avec des mains usées par le temps et un soin méticuleux. On disait que son travail avait une âme, mais cette âme s'était érodée avec la hausse des taxes, la concurrence des importations bon marché et une crise cardiaque qui l'avait laissé fragile. Désormais, il passait ses journées en silence, entouré d'outils couverts de poussière, comme figés dans le temps. La mère d'Emma, Clara, travaillait de longues heures comme réceptionniste à la clinique médicale de Willow Creek, des rides se creusant sous ses yeux à chaque semaine qui passait. On s'en sortira, rassurait-elle toujours, la voix usée mais résolue. Pourtant, Emma connaissait la dure réalité de leur situation financière, et cela pesait lourdement sur elle. Au milieu de tout cela se tenait Emma, brillante, fragile et extraordinairement talentueuse. Ses doigts dansaient sur les touches du piano comme le vent à travers les champs de blé. Depuis l'enfance, la musique avait été son refuge, non seulement dans le jeu, mais dans les silences entre les notes, exprimant plus que les mots ne le pourraient jamais. Son sanctuaire était l'église au bout de Maple Lane. Chaque matin, avant que le village ne s'éveille, elle s'asseyait à l'ancien piano droit et jouait pour des bancs vides, trouvant du réconfort dans le calme. Mais même la musique ne pouvait repousser la réalité. La maison faisait face à une saisie avec un délai de 90 jours. Emma avait tout essayé. Donner des cours de piano, jouer à des mariages, même proposer de vendre la bague de sa défunte grand-mère. Rien n'y faisait, et avec chaque jour qui passait, le poids sur sa poitrine s'alourdissait, mettant à l'épreuve sa foi en un changement, puis vint le coup à la porte. C'était un mardi, en fin d'après-midi, le soleil plongeant derrière les arbres alors que Clara ouvrait la porte et poussait un cri, la main sur la poitrine. Emma leva les yeux du salon et se figea. Sur le porche se tenait Eleanor, ancienne professeure de piano, mentor, une femme qu'Emma n'avait pas vue depuis plus de 5 ans. Puis-je entrer ? La voix d'Eleanor était claire mais pas dépourvue de douceur. Ses cheveux gris étaient soigneusement tirés en arrière, ses lèvres peintes avec audace, une femme qui avait quitté Willow Creek et s'était réinventée. Le salon semblait trop petit pour ce qui suivit. Eleanor refusa le thé offert par Clara, s'assit droite avec son sac en cuir sur les genoux, un secret attendant d'être révélé. « Je viens avec une proposition », commença-t-elle, les yeux fixés sur Emma. « Cela peut sembler inhabituel, mais cela pourrait sauver votre maison et vous offrir l'avenir que vous méritez. » Emma cligna des yeux. « Quelle genre proposition ?» Eleanor se pencha en avant. « Il y a un homme à New York, James Carver. C'est une figure respectée dans l'industrie musicale, brillant, puissant, mais récemment, sa réputation a souffert. Un divorce public, des rumeurs, des scandales. Son conseil d'administration recherche la stabilité, une nouvelle image. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Demanda Emma, le cœur battant. Il a besoin d'une épouse, expliqua Eleanor, pas une amante, pas une partenaire conventionnelle, quelqu'un d'intègre, gracieux, avec une réputation irréprochable, quelqu'un que les médias ne peuvent pas salir, qui peut se tenir à ses côtés et restaurer ce que son ex-femme a démoli. Emma resta bouche bée. Vous suggérez que j'épouse un étranger ? Eleanor ne vacilla pas. C'est un contrat, pour 1 an. Vous vivrez chez lui, assisterez à des événements publics, jouerez le rôle d'une épouse dévouée. Aucune intimité n'est attendue, juste de la stabilité. Le silence tomba comme un rideau. Emma jeta un coup d'œil à sa mère, qui était devenue pâle. La compensation, continua Eleanor, est de $200, assez pour rembourser votre hypothèque, offrir du confort à votre père. Elle marqua une pause pour insister. James financera votre premier album. Une liberté artistique complète, du temps en studio, des musiciens, une distribution. Une partie d'Emma voulait rire, une autre pleurer. L'idée était absurde, transactionnelle, froide. Pourtant, sous tout cela, une porte s'entr'ouvrit dans son esprit, une possibilité, une issue.
Clara se leva brusquement. C'est indécent. Emma n'est pas à vendre. Je n'ai jamais dit qu'elle l'était, répondit Eleanor doucement, mais ce n'est plus une petite fille. C'est une femme avec un don, portant une famille sur ses épaules, et elle mérite de choisir par elle-même. Cette nuit là, Emma ne peut dormir. La lumière de la lune soulignait les taches d'eau au-dessus de son lit. Elle pensa aux mains rugueuses de son père, aux yeux fatigués de sa mère, au son du piano au lever du soleil, et aux rêves qu'elle avait mis de côté pour survivre. Dans le silence, quelque chose changea en elle. Pas de la résignation, pas de l'avidité, mais un but. Elle ne vendait pas son âme. Elle achetait une chance pour eux, pour elle-même. Au matin, elle trouva sa mère dans la cuisine, des larmes tombant dans sa tasse de café. Emma s'agenouilla à côté d'elle. « Je vais le faire. » Clara secoua la tête. « Non. Si, dit Emma fermement. Je jouerai le rôle, je signerai ce qu'il demande. Promets-moi juste une chose. » Clara creuse son regard. « Promets-moi que je n'oublierai pas qui je suis. » Dehors, Willow Creek entamait une autre journée ordinaire, mais Emma savait que rien ne serait plus jamais ordinaire. Dans un gratte-ciel de Manhattan, loin de Willow Creek, l'assistant de James reçut un appel qui changea discrètement le cours de leur deux vies. Le trajet en bus de Willow Creek à New York dura 13 heures. Emma dormit à peine, la tête appuyée contre la vitre froide, les lumières des petites villes de Virginie s'effaçant derrière elle comme des étoiles lointaines. Sur ses genoux, un simple sac de voyage usé contenait tout ce qu'elle était autorisée à emporter. Eleanor avait insisté sur le minimalisme. Le contrat qu'elle devait signer exigeait de la discrétion. Pas de réseaux sociaux, pas d'adieu, juste le silence et un billet aller simple pour une vie qui ne lui appartenait pas. Elle fixa son reflet dans la vitre. Grands yeux, taches de rousseur légère, cheveux en une tresse lâche, 19 ans, encore intacte, encore innocente d'une manière qui rendait le monde plus bruyant qu'il ne l'était. Mais sous son apparence calme se déchaînait une tempête qu'elle n'avait pas su nommer jusqu'à maintenant. Désespoir, peur, espoir, et quelque chose de dangereusement proche de la défiance. Lorsque la skyline de Manhattan apparut au loin, Emma ne se sentit plus comme une fille s'accrochant à la survie. Elle se sentit comme un fil tiré dans une tapisserie qu'elle n'avait pas choisie, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle encore décider de l'image qu'elle deviendrait. Eleanor l'attendait à la gare routière. Pas de caméra, pas de téléphone, juste toi et ton nom, dit-elle, en tendant à Emma une robe pliée dans une housse bleu marine. Tu te changeras à l'hôtel. Il t'attend pour 18 heures. Il, pas Monsieur Carver, pas James, juste il, comme un personnage de fable, une force froide et invisible qui régissait son destin avant même qu'elle n'entre dans son orbite. La Sterling Tower se dressait comme un monolithe poli contre le ciel de l'Upper West Side, tout en verre et ambition. Emma n'avait jamais vu quelque chose d'aussi immaculé, d'aussi douloureusement parfait, des sols en marbre, des ascenseurs silencieux, des portiers qui ne parlaient que lorsqu'on leur adressait la parole. Elle se sentait comme une ombre glissant dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis la porte s'ouvrit. James Carver. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, la quarantaine, peut-être, quelques mèches grises près des tempes, ce qui ne faisait qu'accentuer son allure tranchante. Chaque mouvement était précis, ni précipité, ni chaleureux, juste étudié, calculé. Son costume anthracite lui allait comme une seconde peau. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était basse et mesurée, comme quelqu'un qui avait appris il y a longtemps que le silence avait plus de pouvoir que le volume. « Mademoiselle Harper, dit-il, en tendant la main, merci d'être venue. » Elle la serra, surprise par la froideur de sa peau. Pas froide comme de la glace, froide comme de l'acier. Je suppose qu'Eleanor vous a expliqué l'arrangement. Emma hocha la tête. Il lui fit signe de s'asseoir. Ils étaient dans son salon, bien que cela ressemblât plus à une salle d'exposition, coûteux, élégant, impersonnel. Un grand piano trônait, intact, près de la fenêtre, son couvercle fermé, comme s'il gardait des souvenirs que personne n'osait réveiller. Vous aurez une chambre privée. Nous ferons quelques apparitions publiques ensemble. Gala, dîner, événements caritatifs. Vous êtes libre de jouer de la musique quand vous le souhaitez, tant que cela respecte l'horaire et le contrat. Emma demanda, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu, quelles sont les conditions? James sortit un dossier d'un tiroir et le posa devant elle. Des termes légaux standards. Pas d'intimité, pas d'obligation au-delà de ce qui est stipulé. 1 an. À la fin, vous recevrez la totalité de la somme plus les droits de votre album. Vous serez libre de partir. Il l'observa attentivement, comme s'il cherchait à détecter un doute sous son expression immobile. Je ne vous demanderai pas de faire semblant en privé, ajouta-t-il, mais en public, vous serez mon épouse. Les mots flottaient dans l'air, pas comme une promesse, mais comme un titre de journal. Emma prit le stylo. Avant de signer, elle demanda doucement, « Pourquoi moi ?» Une pause, puis James détourna le regard, ses yeux attirés par le piano derrière elle. « Parce que vous me rappelez une époque où tout n'était pas une performance. » Elle retint son souffle. Il se tourna vers elle. «
Et parce que vous n'êtes pas encore brisé. Elle les signa. Les premiers jours passèrent en silence. Emma reçut une garde-robe curatide par quelqu'un qu'elle ne rencontrerait jamais. Les dîners étaient servis par le personnel de maison, avec qui elle échangeait à peine un regard. La présence de James était distante, c'est pas plus fréquent que ses mots. Il n'envahissait jamais son espace, ne franchissait jamais de limites. Mais il observait, toujours avec ce même regard indéchiffrable, comme s'il cherchait quelque chose que seule la musique pouvait expliquer. Chaque matin, Emma s'asseyait seule à la table du petit déjeuner. Chaque soir, elle parcourait les couloirs du Penthouse comme un fantôme dans une peau d'emprunt. Jusqu'à une nuit où, incapable de dormir, elle erra jusqu'au piano. Le couvercle grinça doucement, lorsqu'elle l'ouvrit. Ses doigts trouvèrent leur place. Elle joua, pas pour quelqu'un, pas même pour elle-même, juste pour se souvenir de ce que c'était de respirer. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que derrière la porte entr'ouverte de son bureau, James s'était arrêté en plein appel, écoutant, immobile, respirant à peine. Le son de sa musique s'infiltrait dans les fissures de sa forteresse comme la lumière à travers un verre brisé, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose remuer. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les contrats, les apparences, l'image, quelque chose de dangereusement proche du désir. Dans les semaines qui suivirent, Emma continua de jouer, et il continua d'écouter, toujours silencieux, toujours distant, mais quelque chose avait changé. Un matin, elle trouva une tasse de thé fumante sur le banc du piano, son mélange préféré de la boutique de sa ville natale, sans mots, juste l'odeur du miel et de la familiarité. La nuit suivante, ses partitions avaient disparu de sa chambre. Elle paniqua, pour les trouver soigneusement rangées dans la salle de musique à côté d'un bouquet frais de camélias blancs. Geste après geste, il parlait sans mots. Elle commença à répondre. En cuisinant un plat du Sud qu'il n'avait pas goûté depuis l'université, en laissant un post-it avec une suggestion de mélodie, en s'attardant quelques instants de plus près de la porte de son bureau lorsqu'elle jouait. Leur conversation n'avait pas de voix, mais elle avait un rythme, et chaque note les rapprochait de quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. La Sterling Tower ne semblait pas être une maison. Elle semblait être une décision, un royaume vertical de verre et de silence s'élevant au-dessus du chaos de Manhattan, comme s'il était trop fier pour écouter. Tout en haut, derrière des fenêtres du sol au plafond et gardées par des murs trop lisses pour porter des tableaux, vivait l'homme qu'Emma avait accepté d'épouser, non par amour, non par désir, mais par nécessité. Et pourtant, rien dans cet endroit ne semblait réel jusqu'à ce qu'il entre. James Carver, son nom seul suffisait à faire taire des salles entières, un titan de l'industrie musicale, un homme dont les instincts façonnaient des tubes mondiaux, signait des étoiles montantes et tirait les ficelles, derrière certains des contrats les plus puissants du secteur. Mais rien de tout cela n'importait à Emma lorsqu'il se tint devant elle pour la première fois. Ce qu'elle remarqua, ce n'était pas sa réputation, c'était l'immobilité. Il entra comme une ombre avant une tempête, calme, composé, avec des yeux qui semblaient porter trop d'histoires inachevées. Son costume était anthracite, impeccable, sa cravate en soie noire, ses chaussures cirées avec discipline, mais son expression, elle était indéchiffrable, pas froide, pas cruelle, juste protégée, comme s'il avait construit une forteresse si haute qu'il ne pouvait plus en sortir lui-même. Il ne tendit pas la main cette fois. Au lieu de cela, il la détailla, poliment mais minutieusement, et fit un geste vers le salon. « Venez, dit-il, nous devrions discuter des attentes en personne. » Emma le suivit, les mains serrées devant elle. La pièce sentait le cèdre et le cuir. Il n'y avait pas de photos, pas de désordre, juste des lignes épurées, un silence coûteux, et un grand piano intact dans un coin, comme une sculpture de quelque chose qui respirait autrefois. « Je sais que vous avez déjà signé le contrat préalable, » commença James, sa voix basse et égale, « mais maintenant que vous êtes ici, j'aimerais m'assurer que vous comprenez ce que cet arrangement exige. Dans cette maison, il y a 3 règles. » Elle hocha la tête en silence. « 1. Continua-t-il, c'est un partenariat, pas une performance. Nous apparaissons ensemble quand c'est requis. Vous n'avez pas besoin de faire semblant au-delà d'une politesse de base. 2. Ajouta-t-il, passant devant le piano sans le regarder, nous respectons l'espace de l'autre. Vous aurez votre propre chambre. Je n'empiéterai pas. Elle déglutit. Et 3. Pas de presse. Pas de publication personnelle, pas de fuite. Tout reste entre nous. Emma hocha de nouveau la tête, sa voix coincée quelque part entre les nerfs et l'incertitude. Comprise. Puis quelque chose changea. Son regard s'adoucit, légèrement. Vous êtes plus jeune que je ne le pensais, dit-il, presque comme une confession. Mais Eleanor parle très bien de vous. Elle offrit un petit sourire. Et vous êtes plus froid que je ne l'attendais. Il cligna des yeux, juste une fois, puis, à sa surprise, il rit. Ce fut bref, un petit rire sec qui toucha à peine ses lèvres, mais c'était réel. Et à cet instant, Emma le vit. L'homme derrière le masque, pas le dirigeant, pas le stratège, mais quelqu'un de fatigué, humain, il s'assit en face d'elle.
Vous trouverez cette situation étrange au début. Moi aussi. Mais je crois en la clarté, pas de confusion, pas de malentendu. Elle inclina la tête. C'est comme ça que vous vivez toute votre vie? Oui, répondit-il, ou du moins, j'essaie. Le silence s'installa de nouveau, pas inconfortable, juste prudent, comme deux étrangers apprenant à parler la même langue sans utiliser de mots. La première soirée passa calmement. Le dîner fut servi par le personnel. Ils étaient assis à des extrémités opposées d'une longue table, parlant à peine. Emma picora le saumon rôti et le risotto au safran. James toucha à peine à son assiette. Quand les plats furent débarrassés, il se leva. « Je vais travailler dans mon bureau. Vous êtes libre d'explorer le penthouse. Il y a une petite bibliothèque, une salle de musique. Utilisez-les comme vous voulez. » Morty, dit-elle. Il s'arrêta. « Si jamais vous vous sentez, » il hésita, choisissant ses mots avec une précision chirurgicale, « dépassé, je compte sur vous pour en parler directement à Eleanor ou à moi. Ce n'est pas une prison. Non, pensa-t-elle, mais ce n'est pas vraiment une maison non plus. Pourtant, elle hocha la tête. Comprise. Puis il disparut derrière une porte, et elle resta seule avec le bourdonnement discret de la ville à l'extérieur et l'écho des couverts résonnant encore dans l'air. Les jours passèrent comme les pages d'un livre qu'elle n'avait pas écrit. Emma se déplaçait dans le penthouse avec une grâce silencieuse, ne touchant rien, ne changeant rien. Sa chambre était moderne et simple, des draps blancs, des surfaces propres, aucune trace de quelqu'un qui y avait vécu auparavant. Elle trouva du réconfort dans la bibliothèque, une pièce bordée de livres qui sentaient l'âge et la solitude. Là, elle lisait de la poésie et pratiquait la théorie musicale, mais elle ne toucha jamais le grand piano, pas encore. James, de son côté, suivait ses routines. Des réunions tôt le matin, des après-midi à examiner des dossiers, des soirées dans son bureau, il initiait rarement la conversation, mais quand il le faisait, il était toujours poli. Un matin, elle le croisa dans le couloir. Il s'arrêta. « Vous jouiez tous les matins à votre église, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux. « Oui. » Il hocha la tête une fois, puis continua son chemin. Cette nuit-là, elle rêva de Willow Creek, des mains de son père sur ses épaules, de sa mère fredonnant dans la cuisine, de jouer la sonate au clair de lune de Beethoven pour une chapelle vide. Elle se réveilla avec une boule dans la gorge et, avant de pouvoir s'arrêter, sortit du lit, marcha pieds nus jusqu'à la salle de musique et souleva le couvercle du piano. Elle ne savait même pas ce qu'elle jouait au début, laissant simplement ses doigts suivre quelque chose qui ressemblait à une respiration. Elle ne remarqua pas la porte grincer derrière elle ni la silhouette debout dans l'ombre, l'observant. Ce n'est qu'en s'arrêtant, sentant des yeux sur elle, qu'elle se tourna. James se tenait dans l'embrasure, toujours en costume, la cravate desserrée, le visage indéchiffrable. « Vous êtes très doué, » dit-il doucement. Elle referma le couvercle, gênée. « Je ne voulais déranger personne. Vous ne l'avez pas fait. On n'est pas osé. Cette chanson, c'était la vôtre ? » Non, dit-elle, juste quelque chose qui devait sortir. Il hocha la tête, puis s'approcha du piano, pas pour le toucher, juste pour regarder. Je jouais autrefois, dit-il. Elle haussa un sourcil. Conservatoire, ajouta-t-il, presque à contre-cœur, avant la mort de mon père, avant tout le reste. Cela expliquait le piano, le silence, la manière dont il écoutait. Vous avez abandonné, demanda-t-elle. Non, répondit-il, je l'ai enterré. L'air entre eux changea, pas romantique, pas encore, mais intime. La douleur reconnaissant la douleur, la musique reconnaissant la musique, et Emma, assise à ce piano, commença à se demander si être cet arrangement, cette trêve étrange et fragile, n'était pas une question de sauver des réputations. Être était-ce une question de se souvenir de quelque chose qu'ils avaient tous deux oublié de ressentir. De l'extérieur, leur vie semblait sans faille. Des photos commencèrent à apparaître d'Emma et James lors d'événements caritatifs, d'ouverture de galeries, de dîners en smoking, toujours impeccablement vêtus, toujours à la distance parfaite, l'un de l'autre. Emma portait du bleu marine ou du crème, parfois du rouge, mais jamais rien de trop criard. James, comme toujours, était élégant, tranchant, inébranlable. La presse la surnomma la muse du Sud, il l'appelait le roi de glace. Ensemble, ils étaient un titre, une stratégie, une histoire. Mais derrière les murs du penthouse, le silence entre eux s'étirait, long et large. Ils vivaient comme des invités dans le même hôtel, se croisant dans les couloirs, échangeant des hochements polis au petit déjeuner. Elle ne demandait jamais où il allait. Il ne demandait jamais ce qu'elle jouait. Même leur repas était préparé et servi dans des salles à manger séparées, sauf lorsqu'ils devaient être vus ensemble. Il était respectueux, même généreux. Sa garde-robe s'élargissait chaque semaine, son piano était accordé à la perfection, elle avait accès à un petit studio d'enregistrement au rez-de-chaussée, mais l'affection, l'émotion, la connexion, absente. Il n'y avait ni cruauté ni arrogance, juste du vide. Au début, Emma trouvait du réconfort dans cette distance. Cela lui donnait de l'espace pour faire le deuil de tout ce qu'elle avait laissé derrière.
Le poids de la dette de sa famille, la honte d'avoir accepté ce mariage, la douleur d'avoir abandonné sa vie d'avant à Willow Creek. Mais plus elle s'habituait au silence, plus il commençait à raisonner. Jusqu'à un matin où le silence fut interrompu, pas par James, mais par l'instinct. Il pleuvait dehors, pas le genre de pluie romantique, mais un rideau gris et régulier qui trempait la ville et ne laissait aucune place au soleil. Emma, enveloppée dans un pull trop grand, marcha pieds nus dans le salon, elle n'avait pas dormi. Ses pensées étaient trop bruyantes, souvenir du rire de son père, du sourire fatigué de sa mère, de l'odeur du café matinal dans leur petite cuisine. Sans réfléchir, elle s'assit au grand piano et joua, pas de partition, pas de but, juste du ressenti. Les touches étaient lisses sous ses doigts, familières, comme un vieil ami perdu de vue. Elle laissa les accords la traverser, laissa le chagrin de la distance et la douleur du déplacement façonner la mélodie. À l'étage, dans son bureau, James se figea. Il l'entendit. Il l'entendait toujours. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle ne jouait pas simplement. Elle parlait sans mots. Elle racontait une histoire d'une fille qui manquait à sa maison, qui ne savait pas si elle avait sa place ici, qui essayait désespérément de se trouver dans un monde qui semblait trop poli, trop répété. Il se leva, marcha jusqu'à la balustrade qui surplombait le salon, et regarda. Emma ne le remarqua pas. Ses yeux étaient fermés, sa tête légèrement inclinée, son corps se balançant au rythme. Il y avait une vulnérabilité en elle qui le stupéfia. Elle ne performait pas. Elle se libérait. Il ne connaissait pas les notes. Mais il connaissait le sentiment. Cela toucha quelque chose en lui qu'il n'avait pas laissé remonter depuis des années, pas depuis les funérailles, pas depuis le silence après le dernier souffle de son père qui avait englouti ses rêves entiers, pas depuis qu'il avait plié ses ambitions musicales dans un tiroir marqué enfantin, et enfilé un costume qui n'appartenait pas à son âme. Il prit une inspiration, puis se détourna doucement pour qu'elle ne le voie pas. Il n'était pas prêt, pas encore. À partir de ce jour, quelque chose changea subtilement. Elle se mit à jouer plus souvent, et il se mit à s'attarder plus près. Il trouvait des raisons pour passer devant la salle de musique, pour verser du thé dans la cuisine près du son de ses notes, pour s'arrêter dehors de la porte et écouter juste quelques secondes de plus que nécessaire. Une nuit, après être rentré tard d'une réunion du conseil, il la trouva pelotonnée sur le canapé avec une couverture et un livre de Chopin. Elle leva les yeux, surprise. « Vous rentrez tard » dit-elle. Il desserra sa cravate. « J'ai perdu la notion du temps. » Elle hésita, puis tendit le livre. « Vous avez dit que vous jouiez autrefois. Vous vous souvenez de celui-ci » Il jeta un coup d'œil à la pièce. Nocturne en mi bémol majeur. « Je l'adorais, » dit-il. Elle sourit. « Jouez-les. » Il secoua la tête. « Ça fait des années. » Elle n'insista pas, juste hocha la tête. « Si vous changez d'avis, le banc est chaud. » Il ne répondit pas, mais quelque chose persista dans l'air entre eux, comme une note suspendue dans la pause avant l'accord suivant. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec quelque chose d'étrange dans la salle de musique. Sur le banc reposait une composition manuscrite, juste quelques mesures, délicates, inachevées. Ce n'était pas la sienne. Elle la prit, l'étudia. L'écriture était inconnue, mais la mélodie, il y avait du chagrin dedans, du désir, un espoir qui ne savait pas comment se nommer. Elle la joua doucement, comblant les lacunes, puis la laissa sur le banc, ajoutant 3 lignes supplémentaires. Cette nuit-là, le papier avait bougé, et une autre section avait été ajoutée. Un nouveau rituel naquit. Il ne dit jamais que c'était lui. Elle ne dit jamais que c'était elle. Mais ils savaient tous les deux. Ils écrivaient quelque chose ensemble, pas juste de la musique, quelque chose de fragile, quelque chose de guérissant. Puis vint le matin où elle trouva ses biscuits préférés du Sud sur la table, frais et encore chauds, sans notes, sans explication. Elle sourit. Cette nuit-là, elle laissa un enregistrement de l'une de ses pièces classiques préférées jouer doucement depuis le système sonore de la bibliothèque. Il ne fit aucun commentaire, mais il s'attarda. Les frontières entre eux changeaient, pas avec de grands gestes, mais avec des regards volés et des offrandes silencieuses. Un soir, alors qu'elle jouait près du balcon, elle capta son reflet dans la vitre, l'observant de l'autre côté de la pièce. Leurs regards se croisèrent. Il ne détourna pas les yeux. Elle non plus. Et bien qu'aucun d'eux ne parlât, quelque chose passa entre eux qui semblait plus fort que les mots, quelque chose d'inexprimé, d'irrésolu, d'inévitable. La première vraie conversation qu'ils eurent ne commença pas par des mots. Elle commença par une note, une seule. Un la grave, douloureux, tenu une seconde de plus qu'il n'aurait dû, puis une tierce mineure, superposée doucement sur un accord changeant. Emma ne réfléchissait pas lorsqu'elle la joua. Ses doigts bougèrent comme si quelque chose en elle se souvenait d'une mélodie, pas la sienne, mais enfouie profondément dans l'âme de quelqu'un d'autre. L'appartement était silencieux. James était parti pour la journée, du moins le pensait-elle. Elle était seule au grand piano alors que la pluie peignait les fenêtres, ses doigts improvisant dans le calme, comme elle le faisait toujours quand l'émotion s'accumulait sans nulle part où aller. Mais cette fois, c'était différent.
La mélodie venait avec du poids, de la forme, un poule. C'était beau comme le sont souvent les choses oubliées, fragiles, inégales, plein de fantômes. Elle ne savait pas combien de temps elle avait joué, mais lorsqu'elle s'arrêta, elle l'entendit, un souffle, pas le sien. Elle se tourna et le vit. James était dans l'embrasure, toujours silencieux, toujours en manteau, son écharpe humide, ses chaussures encore mouillées. Mais quelque chose dans ses yeux n'était pas lié à la météo. C'était un souvenir, vif, indésirable, vulnérable. Cette mélodie, dit-il doucement, où l'avez-vous entendue? Elle cligna des yeux. Je ne l'ai pas entendue. Elle m'est venue en jouant. Il s'approcha, lentement, comme si le son persistait encore dans l'air entre eux. J'ai écrit quelque chose comme ça, dit-il, les yeux fixés non pas sur elle mais sur les touches, il y a 15 ans. Je ne l'ai jamais terminé. Son souffle se coupa. Oh! Il pointa le piano. Là, ce piano, dans cette pièce. Savoy ça. J'essayais encore d'être quelqu'un d'autre à l'époque, un compositeur, un rêveur, avant la mort de mon père, avant que je ne prenne la tête de l'entreprise. Elle l'observa s'asseoir à côté d'elle, sans toucher les touches, sans même la regarder, juste s'asseoir. Elle sentit le changement encore, pas dans la pièce, en lui. Je l'avais appelé restauration, dit-il, mais je n'ai jamais dépassé l'ouverture. Elle toucha les mêmes touches à nouveau, doucement, laissa les notes revenir, et il la rejoignit lentement, une main, puis l'autre. Leurs corps se touchaient à peine, mais l'harmonie. Oui. Elles se rencontraient entre leurs mains, dans les espaces où leurs yeux n'osaient pas se croiser. Ils la construisirent ensemble, note par note, douleur par douleur. Il ajouta une séquence qu'elle n'aurait jamais imaginée, dissonante, choquante, et elle y répondit avec quelque chose de doux, comme une excuse à l'accord qu'il ne savait pas adoucir. Aucun mot ne fut prononcé, mais quelque chose fut dit, quelque chose de réel, de brut. Quand ils terminèrent, l'accord final résonna dans le bois du piano, tremblant avant de s'évanouir dans le silence. Aucun d'eux ne bougea. Puis, enfin, Emma les regarda. Vous vous souvenez encore comment jouer, murmura-t-elle. Il sourit, à peine. Je n'ai jamais oublié. J'ai juste arrêté de croire que ça comptait. Ça compte, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Ça a toujours compté. Le lendemain matin, la salle de musique avait changé. La partition de restauration reposait sur le pupitre du piano, l'encre encore humide de la plume de James. Emma ajouta ses propres notes à côté des siennes. Ils n'en parlèrent pas, mais ils n'en avaient pas besoin. Pour la première fois, le contrat entre eux ne concernait pas l'image. Il concernait la musique, ce qu'ils avaient tous deux enfoui. Il programma du temps en studio sans lui dire, lui tendit simplement une petite carte après le petit déjeuner un jour avec une adresse et une heure. Elle la regarda, puis le regarda. « Vous voulez qu'on l'enregistre » demanda-t-elle. Il ne répondit pas avec des mots, seulement un regard, et ce regard suffisait. Le studio n'était pas du tout comme Emma l'avait imaginé. Ce n'était pas froid ou corporatif, c'était chaleureux. Des planchers en bois, un éclairage doux, l'odeur du café flottant dans l'air. Le genre d'espace où la vulnérabilité était accueillie, pas jugée. Lucas, le producteur, les accueillit comme de vieux amis et ne demanda rien d'autre que la vérité. « Qu'est-ce que vous jouez » demanda-t-il. James regarda. Emma. Elle répondit, quelque chose d'inachevé. Il sourit. Ne le sommes-nous pas tous? Il jouait restauration 3 fois. La première prise était technique, sans faute, mais vide. La deuxième était trop émotionnelle. Les mains d'Emma tremblaient sur les touches, mais la troisième était le silence avant la naissance. Ça commença lentement, avec James prenant la tête, son toucher sur les touches n'était plus retenu mais intentionnel, même tendre. Emma entra à mi-parcours, l'accompagnant, tissant sa mélodie comme si elle était née de la sienne. Leur style, le sien rigide, le sien fluide, se rencontrèrent au milieu, pas dans un compromis, mais dans une harmonie. Quand la note finale s'évanouit, personne ne parla, ni l'ingénieur, ni Lucas, ni même James. Emma leva les yeux et le vit, ses yeux étaient humides, mais aucune larme ne tomba. Il se leva, sortit de la cabine, et ne revint pas pendant 10 minutes. Elle ne le suivit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait. Cette chanson n'était pas seulement de la musique. C'était une porte, un règlement de compte, une confession trop profonde pour le langage. Plus tard ce soir-là, Lucas l'approcha en privé. « Vous savez que cette piste va aller loin, n'est-ce pas » dit-il. « Une fois qu'elle sera sortie, les gens poseront des questions. »« Nous ne l'avons pas faite pour eux, » répondit-elle. Il sourit. « Non, mais c'est exactement pourquoi ils s'y intéresseront. » Elle ne dit pas à James que Restauration avait été accidentellement téléchargé sur un flux privé et partagé parmi quelques contacts de l'industrie. Elle ne lui dit pas quand les vues dépassèrent 50-0, ni quand les commentaires explosèrent, ni quand les gens commencèrent à les appeler le duo d'âme que personne n'avait vu venir. Ce qui importait n'était pas l'attention, c'était la façon dont James la regardait la prochaine fois qu'ils s'assirent au piano,
comme si elle n'était pas un contrat ou un actif, mais quelqu'un qui lui avait rendu quelque chose qu'il pensait perdu. Et bien qu'aucun d'eux ne le dit à voix haute, le silence entre eux avait changé. Il n'était plus froid. Il était chargé, vivant, et attendait tranquillement quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Quand Emma entra à nouveau dans le studio, l'air semblait déjà différent, plus épais, chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, de l'anticipation, peut-être, ou le frisson discret d'entrer dans une pièce où quelque chose de réel s'était produit une fois et pourrait se reproduire. Cette fois, il y avait plus de monde, plus de regards, plus d'attention. Lucas les accueillit avec un large sourire et un hochement de tête discret, comme s'il essayait de ne pas effrayer la magie délicate qui était née entre eux. Le buzz grandit, murmura-t-il à Emma alors qu'elle posait ses affaires. Les gens demandent si vous sortez autre chose. Elle cligna des yeux. Nous n'en avons même pas parlé. Alors peut-être qu'il est temps. L'enregistrement de Restauration était devenu viral. Ni Emma ni James ne l'avaient prévu. Il était censé être une création privée, une manière de réclamer la partie d'eux-mêmes qu'ils avaient tous deux abandonnée. Mais maintenant, il était là dehors. Sur des playlists, dans des éditoriaux, même murmuré dans des réunions musicales de haut niveau, une jeune femme d'une beauté envoûtante et un milliardaire oublié qui s'était autrefois formé comme pianiste classique, réapparaissant soudainement ensemble, les médias adoraient ça. Mais Emma n'était pas sûre que James aimait ça, pas encore. Il n'avait pas dit un mot sur l'attention, ni quand son nom commença à faire le buzz en ligne, ni quand Lucas leur montra les chiffres de streaming, ni même quand le label proposa de sponsoriser un album complet sur le chant. Au lieu de cela, il s'assit simplement à côté d'elle au piano, ouvrit une nouvelle partition, et dit doucement, « Recommençons ». Leur processus était différent de tout ce qu'Emma avait connu. James travaillait avec une précision presque déconcertante. Il entendait des défauts que la plupart des oreilles auraient manqués, réarrangeait les progressions d'accords avec une confiance chirurgicale, et faisait rarement des éloges, mais il n'en avait pas besoin. La façon dont il jouait à côté d'elle était le compliment. Elle, en revanche, apportait du sentiment. Elle fredonnait des mélodies en plein enregistrement, s'arrêtait soudainement pour réécrire une ligne, ou changeait de tempo basé sur rien d'autre que l'instinct, et bien que cela rendît l'ingénieur du son à moitié fou, James ne l'arrêtait jamais. En fait, il s'adaptait. Il apprenait son rythme. Et elle apprenait le sien. Il n'enregistrait pas seulement un album. Il construisait quelque chose entre eux, sans mots et sans règles, seulement de l'émotion. Une piste, intitulée Shadows, naquit d'un moment partagé tard dans la nuit, regardant la pluie depuis des extrémités opposées du salon. Emma s'était tenue près de la vitre, silhouettée par les lumières de la ville, son profil calme et indéchiffrable. James l'avait observée en silence, ignorant qu'elle avait vu son reflet derrière elle. Le lendemain, elle apporta l'idée. Il ajouta le pont. Ce fut, comme Lucas le dirait plus tard, comme écouter deux personnes tomber amoureuses en temps réel. Mais Emma n'osait pas appeler ça ainsi, pas encore, car James ne franchissait jamais la ligne. Même lorsque leurs doigts se frôlaient sur les touches, même lorsqu'il s'attardait un moment de plus à côté d'elle dans le studio, même lorsque ses yeux s'adoucissaient juste avant qu'il ne détourne le regard, il restait l'homme qui vivait derrière des murs. Mais maintenant, ces murs avaient des fissures, et quelque chose de chaleureux commençait à s'infiltrer. Puis vint le jour où le label envoya une équipe pour documenter le processus, photos, interviews, images en coulisses. C'était censé être standard. Mais rien de ce qu'Emma et James partageaient ne semblait standard. Elle le vit se radir lorsque les caméras arrivèrent, sa posture devenant plus formelle, sa mâchoire se crispant alors que les questions passaient de la musique au personnel. Alors, James, demanda négligemment l'un des intervieweurs, est-il vrai que ce mariage a commencé comme une opération de relations publiques? Emma se figea, James marqua une pause, puis sourit sans chaleur. Nous avons convenu de nous aider, mutuellement. Et pourtant, l'interviewé insista. La chimie entre vous est indéniable. Vous dites que c'est toujours juste du business? Il y eut un silence, trop long, trop chargé. James regarda Emma, pas l'interviewé. Son expression s'adoucit, juste assez pour que la caméra le capte. Je dis, répondit-il prudemment, que ce que nous construisons maintenant ne peut pas être mesuré par des contrats. Emma Suttinson Regard. La pièce, l'équipe, les questions, tout le reste s'effaça. Et à cet instant, quelque chose changea à nouveau. Pas une déclaration, pas encore, mais quelque chose de plus proche de la vérité qu'ils n'avaient jamais osé admettre. À la fin de cette semaine, ils avaient enregistré 6 pistes originales. Leur album n'était plus un concept. C'était un battement de cœur, et le monde le voulait. L'histoire de Restauration avait ouvert une porte, et maintenant tout le monde voulait y entrer. Les critiques les qualifièrent d'électrisants de manière inattendue. Les blogs musicaux louèrent la pureté d'Emma et la précision fantomatique de James. D'anciens collègues de James commencèrent à le contacter, certains pour féliciter, d'autres pour avertir, car la célébrité venait avec un poids, et le leur devenait soudainement réel. Un soir,
Après une longue session, Emma rentra au Penthouse pour trouver James dans la bibliothèque. Il ne lisait pas. Il jouait, doucement, seul, pas en répétant, juste en jouant. Elle resta à la porte un moment, laissant le son s'installer en elle, puis entra. « C'est nouveau » demanda-t-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. « Non, juste quelque chose que je jouais avant d'oublier qui j'étais. » Elle s'approcha, s'assit à côté de lui. « Vous n'êtes plus cet homme, dit-elle. » Il la regarda alors, vraiment. « Non, murmura-t-il, mais je pense que vous l'avez ramené. » L'air entre eux se tendit. Elle tendit la main et toucha le bord du piano, n'osant pas le toucher lui. « Qu'est-ce qu'on fait, James ?» Une longue pause, puis, quelque chose qui me fait peur. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car le silence disait assez. Il le faisait toujours. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une nouvelle qu'elle n'attendait pas. Restauration avait été nominée pour un prix international prestigieux, pas comme un début, pas comme un gadget, mais comme une composition pure et transformatrice. James lui apporta l'article au petit déjeuner, plié, silencieux, ses yeux indéchiffrables. « Je ne veux pas de l'attention, dit-il. »« Je sais, répondit-elle, mais je pense que le monde avait besoin de l'entendre. » Il hocha lentement la tête. « Alors être qu'on continue, qu'on finisse cet album ensemble, correctement. » Elle l'étudia et vit, derrière son calme. La peur, l'espoir, le désir, tout se heurtant dans une phrase silencieuse. Elle tendit la main à travers la table, touchant doucement la sienne. « Pas de contrat, murmura-t-elle. Pas d'humour, acquiesçachu. » Et juste comme ça, le pacte qu'ils avaient signé des mois auparavant commença à se dissoudre, pas dans l'encre, mais dans le sentiment, car la musique qu'ils avaient créée ensemble n'était plus un projet, c'était un commencement, c'était censé être une nuit de célébration. Le Lincoln Center scintillait sous des lumières dorées, ses marches de marbre remplies de mécènes de la musique, d'icônes de la mode, et d'une mer de photographes criant des noms qu'Emma ne reconnaissait pas mais qui semblaient tous connaître le sien. Elle portait une robe émeraude sombre qui captait la lumière à chaque pas. James, à ses côtés en smoking classique, semblait plus détendu que d'habitude. Les rumeurs autour d'eux étaient passées de la suspicion à la fascination, plus contractuelles, plus curieuses, ils étaient maintenant le couple que tout le monde voulait croire. Ils venaient de terminer une version épurée de Restauration dans un set privé avant le gala. C'était intime, brut, envoûtant. Les gens se levèrent, certains pleurèrent. Les mains d'Emma avaient tremblé après la dernière note, mais pas de peur, de savoir que ce qu'elle partageait avec James était réel. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Vanessa Blake, l'ex-femme de James Carver. Elle entra dans la pièce comme de la fumée. Gracieuse, sans excuse, conçue pour être vue. Une vision en cramoisi profond, ses cheveux noirs tirés en un chignon serré, son regard balayant la foule comme une reine revenant réclamer sa cour. Et quand ses yeux se posèrent sur James, elle sourit, pas gentiment, pas chaleureusement, mais sciemment. Emma le sentit immédiatement. Le changement en lui, la manière dont sa mâchoire se crispa, comment sa posture se redressa par instinct, comme un soldat voyant un ancien champ de bataille, elle toucha son bras. Il ne tressaillit pas, mais il ne la regarda pas non plus. « Emma Harper » dit Vanessa, glissant vers eux, sa voix comme du velours doublé de glace, la fille aux doigts dorés. « Emma tendit la main. Madame Blake. »« Oh, s'il vous plaît, » dit Vanessa, effleurant légèrement les doigts d'Emma, « pas besoin de formalité. Après tout, nous avons toutes deux joué le même rôle, n'est-ce pas ?» Emma cligna des yeux. « Pardon ?» James intervint alors, la voix calme et teintée d'acier. « Vanessa, ce n'est pas le moment. » Elle inclina la tête. « Pourquoi ? » « Je ne fais qu'accueillir votre nouvelle épouse, la nouvelle prodige, le prochain chapitre de votre arc de restauration soigneusement orchestré. » L'estomac d'Emma se noua. La pièce ne semblait pas remarquer la tension, mais elle crépitait entre trois comme de l'électricité statique. Vanessa se pencha, juste assez pour qu'Emma entende ce qui suivit. « Laissez-moi deviner, » murmura-t-elle, « vous étiez en difficulté, désespérée, talentueuse mais invisible. Et puis James vous a offert un partenariat, pas d'attente, juste un contrat et un projecteur. » Emma ne répondit pas, car elle n'avait pas à le faire. Vanessa Solit. C'est son schéma. J'étais la première, mais pas la dernière. Jamie s'avance. Assez. Mais le mal était déjà fait. Ils partirent tôt. Dans la voiture, le silence entre eux était insupportable. Emma fixait la fenêtre, son reflet fracturé par le flou des lumières de la ville. Sa poitrine lui faisait mal. Ses doigts la démangeaient pour les touches, pour quelque chose, n'importe quoi pour l'ancrer. Ne la laisse pas t'atteindre, dit enfin James. Elle se tourna vers lui. Ce qu'elle a dit, est-ce qu'il y a une part de vérité? Il exhala, lentement et lourdement. Oui et non. Expliquez. Il hésita. J'ai rencontré Vanessa au plus bas de ma vie. Dit-il. Elle était jeune, brillante, endettée. J'ai offert de l'aide. Un parrainage, un soutien. Ce n'était pas censé devenir quelque chose de romantique,
mais c'est arrivé. Emma le regarda, tranchante et silencieuse. Et le contrat? Il ne répondit pas immédiatement. Oui, dit-il, ça a commencé comme un contrat, tout comme celui-ci. L'air s'échappa de ses poumons. Je ne l'avais pas prévu ainsi avec vous, ajouta-t-il rapidement, pas exactement. Eleanor est venue me voir. Elle a dit que vous étiez différente, et maintenant elle le coupa, la voix brisée. Suis-je encore différente, ou juste un autre projet? Sa voix s'adoucit. Emma. Ce que nous avons construit, ce que nous construisons, ce n'est pas comme ça. Vous le savez. Mais le sais-je? Demanda-t-elle. Parce qu'elle s'est tenue là et a décrit ma vie comme un chapitre de votre passé. Il ne parla pas, et son silence en disait trop. Elle détourna les yeux, ravalant la brûlure montante dans sa gorge. J'ai besoin d'espace. Murmura-t-elle. Emma, mais elle était déjà partie. Elle ne retourna pas à Willow Creek. Elle n'alla pas non plus dans un hôtel. Elle se rendit dans un petit loft d'artiste que Lucas lui avait proposé pour des sessions de pratique en solo, calme, minimal, caché au-dessus d'une librairie à la lisière de Brooklyn. Dès qu'elle ferma la porte derrière elle, les larmes vinrent. Ce n'étaient pas seulement les mots de Vanessa. C'était la douleur de l'incertitude, la question qui l'avait hantée depuis le premier jour. Était-ce réel? Les dîners, le piano, l'album, le regard dans ses yeux après leur dernière performance, l'avait-il jamais vu, ou juste le reflet d'une erreur qu'il voulait réécrire? Elle resta là 3 jours, n'appela pas, ne répondit pas, ne joua pas, jusqu'à ce que le silence devienne trop fort. Elle s'assit au piano droit contre le mur du fond, et laissa ses doigts bouger. Elle ne joua pas Restauration. Elle joua quelque chose de nouveau, quelque chose rempli de confusion, de trahison, de désir, et au centre de tout, de l'amour, pas le genre facile, pas le genre de conte de fées, mais celui qui vous demande de rester même après que votre confiance a été brisée. Le 4e jour, il y eut un coup, pas à la porte d'entrée, à la porte latérale, à peine utilisée, presque cachée. Elle l'ouvrit, et il était là. James Carver, pas de costume, pas d'armure, juste un gant, un pull noir, et des yeux si fatigués qu'ils semblaient creux. « Je n'ai pas pu vous trouver, dit-il, et je ne pouvais pas respirer. » Elle ne bougea pas. « Je ne suis pas venu pour me défendre, ajouta-t-il. Je suis venu pour dire la vérité. » Elle croisa les bras. « Alors dites-la. » Il entra, lentement, prudemment. « Je n'ai jamais cessé de me punir pour ce que j'ai fait avec Vanessa, dit-il. Je lui ai donné du pouvoir, pas de l'amour. J'ai offert le salut quand j'aurais dû offrir de l'honnêteté. » Il la regarda, quelque chose se brisant dans son expression. « Mais vous, Emma, vous n'avez jamais été un projet. Vous étiez un miroir. Vous m'avez donné envie de revenir à celui que j'étais avant que j'apprenne à mentir pour survivre. » Elle déglutit difficilement. « Et le contrat? Je l'ai déchiré le jour où nous avons fini Restauration. » Il fouilla dans sa poche et en sortit les restes de l'accord initial, froissé, déchiré, inutile. « J'ai gardé ça, dit-il, pour me rappeler que l'amour ne devrait pas être écrit en termes. » Silence, puis, « Je ne sais pas si je peux vous croire, » murmura-t-elle. « Je sais, dit-il, mais j'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. » Et les regarda le piano, lui, la porte. Son cœur tirait dans toutes les directions à la fois, mais au final, il se posa là où il avait toujours voulu aller. Roi dans l'incertitude d'un homme qui l'avait blessé par son silence et qui se tenait maintenant devant elle, dépouillé de tout sauf de la vérité. Et pour la première fois, elle ne s'éloigna pas encore. La distance entre eux n'était plus physique. Elle était dans la manière dont Emma ne le regardait pas dans les yeux lorsqu'il parlait, dans la manière dont James hésitait avant de frapper à sa porte, dans la manière dont chaque note qu'elle jouait maintenant semblait une question et chaque silence une réponse qu'il ne voulait pas entendre. Ils étaient de nouveau sous le même toit, mais rien ne semblait plus être une maison. Après la visite de James au loft d'artiste, Emma avait accepté de retourner aux Penthouse, pas parce qu'elle lui avait pardonné, et pas parce qu'elle était prête à retomber dans le rythme qu'ils avaient commencé à construire, mais parce qu'elle avait besoin de clarté, et l'éloignement, ironiquement, ne lui donnait pas cela. Elle avait besoin de le voir, d'entendre la vérité, pas une fois, mais 100 fois, d'observer ses actions, pas seulement ses mots. Mais James, malgré tout son courage pour la retrouver, semblait avoir de nouveau perdu sa voix. Il lui donnait de l'espace, trop d'espace. Il marchait doucement, parlait peu, disparaissait dans des réunions qui duraient plus longtemps qu'avant, et quand il revenait, il entrait à peine dans la salle de musique. C'était comme s'il craignait de la contaminer, comme si leur piano était devenu sacré et lui indigne. Et Emma, elle essayait. Elle essayait de croire que ce qu'ils avaient construit était réel, mais les mots de Vanessa résonnaient plus fort que les promesses de James. Elle se surprenait à tout rejouer dans sa tête. Chaque geste, chaque regard, chaque fois qu'il avait touché sa main au piano ou s'était attardé dans la cuisine. Tout était-il orchestré? Quelqu'un comme lui pouvait-il vraiment tomber amoureux de quelqu'un comme elle? Ou n'avait-elle été qu'une composition qu'il voulait achever pour se sentir mieux à propos de celle qu'il avait laissée inachevée?
La date de lancement de l'album approchait. Le label appelait tous les jours. Lucas laissait des messages pleins d'enthousiasme, demandant des approbations finales, des plans de concert, des campagnes promotionnelles. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il n'insistait pas. Il disait juste, quoi que vous ayez besoin, je suis là. Emma fixait le mix final de Unity, la piste qui mélangeait toute leur musique en une seule pièce harmonieuse. C'était magnifique, mais en écoutant attentivement, elle l'entendait, la tension sous l'harmonie, la dissonance qui ne se résolvait jamais complètement, tout comme eux. Puis vint le point de rupture. Un magazine publia un dossier rétrospectif intitulé « Les muses de Carver, les femmes derrière le mythe ». Il détaillait le passé de James, sa réputation pour recueillir des artistes vulnérables, parrainer leurs rêves, puis disparaître une fois leur carrière lancée. Il y avait des photos, des citations de sources anonymes, même une copie divulguée du contrat original entre lui et Emma. Son nom était partout, et maintenant, sa douleur aussi. Elle le confronta dans le salon, l'article tremblant dans ses mains. « Vous avez dit que ce n'était pas un schéma », lança-t-elle, mais pour le monde, c'est exactement ce à quoi ça ressemble. James ne le nia pas, n'essaya pas d'expliquer, ne tendit même pas la main vers elle. « Je n'ai pas divulgué le contrat, dit-il doucement. Ce n'est pas la question, murmura-t-elle, la voix brisée. La question est, vous saviez que ça reviendrait nous hanter, et vous ne m'avez pas préparé. Vous avez juste laissé ça arriver. Il passa une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas. Je pensais pouvoir vous protéger en restant silencieux, en restant en retrait. Le silence n'est pas une protection, James, dit-elle. C'est de l'abandon. Le mot le frappa comme une gifle, et dans la pause qui suivit, tout ce qu'il y avait entre eux, chaque fil fragile qu'ils avaient tissé, commença à s'effilocher. Je ne peux plus faire ça, dit Emma, retenant ses larmes. Je ne peux pas continuer à me demander si je suis votre avenir ou juste votre histoire de restauration. James prit une inspiration, mais aucun mot ne vint, et c'était toute la réponse dont elle avait besoin. Elle partit le lendemain matin, pas de presse, pas de drame, juste une valise et sa musique. Elle partit vers le nord, au Vermont, où le monde bougeait plus lentement et où le bruit de la ville ne pouvait pas la suivre. James possédait une ferme tranquille là, bas, qui lui avait proposé une fois comme refuge, un sanctuaire. Maintenant, Emma prit la clé sans demander, et elle y alla pour respirer. La maison était perchée sur une colline, entourée de pins et de silence. Les seuls sons étaient les oiseaux, le vent, et l'écho doux de son piano lorsqu'elle jouait le soir. Elle jouait beaucoup, pas les chansons qu'ils avaient écrites ensemble, mais de nouvelles, brouillonnes, tristes, en colère, honnêtes. Et dans ces mélodies, elle commença à se retrouver, pas la muse de James, pas la fille de Willow Creek, juste Emma. À New York, James resta derrière. Au début, il s'enfonça dans le travail. Réunions, contrats, nominations au prix. Son agenda était plein, mais son esprit n'était pas présent. Chaque moment sans elle semblait plus lourd que le précédent. Le penthouse était de nouveau froid, le piano intact, et sa poitrine vide. Il essaya d'écrire, de composer, mais rien ne venait. Jusqu'à une nuit, une mélodie familière résonna dans sa tête, le début de Restauration, mais cette fois, elle semblait de nouveau inachevée, parce que la femme qui la complétait était partie. Des semaines passèrent. L'album fut lancé avec un succès mondial. Il domina les classements. Les critiques louèrent son intimité brute et son authenticité émotionnelle. La voix d'Emma, bien que principalement instrumentale, fut qualifiée de son d'une femme se réappropriant elle-même. Mais Emma n'assista pas au lancement. James ne parla pas à la presse. Ils étaient au centre d'une tempête, mais introuvables. Et le monde, sentant que quelque chose s'était brisé derrière la beauté, recommença à murmurer, était-ce fini? Tout cela n'était-il qu'une performance après tout? Au Vermont, Emma jouait seule sur un piano droit usé dans la pièce ensoleillée donnant sur les arbres. Elle ne pleurait plus, mais elle ne souriait pas beaucoup non plus. Sa musique parlait là où elle ne pouvait pas, et chaque soir, alors que la dernière note s'attardait dans l'air immobile, elle se demandait, viendrait-il jamais? Essayerait-il même? Ou ce dernier silence entre eux était-il la fin? La ferme au Vermont n'était pas grande. Elle grinçait quand le vent frappait les fenêtres, sentait le vieux bois et l'huile de lavande, et avait une cuisine qui semblait inviter des matins lents et des pensées tranquilles. Pour Emma, c'était comme respirer pour la première fois après avoir retenu son souffle trop longtemps. Il n'y avait pas de paparazzi ici, pas de communiqué de presse, pas de rappel de celle qu'on lui avait demandé de devenir, seulement du silence. Et pour la première fois depuis des semaines, elle n'en avait pas peur. Elle était dans la maison depuis 21 jours, se réveillant au lever du soleil, jouant au coucher du soleil, écrivant de la musique qui n'avait à prouver rien à personne. Elle s'asseyait au piano droit dans la véranda et laissait ses doigts dire ce que sa voix refusait. Les arbres dehors se balançaient doucement pendant qu'elle jouait, et parfois, elle imaginait que le vent écoutait, sans juger, juste écouter. Parfois, c'était suffisant. Mais parfois, ça ne l'était pas. Puis un matin, il y eut un son qu'elle n'avait pas entendu depuis son arrivée,
des pneus sur le gravier, une porte se fermant, des pas urgents, pas hésitants, juste réguliers. Son cœur s'arrêta. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine. James. Elle resta figée, les mains moites, un torchon serré entre ses doigts. Il portait un manteau bleu marine, le même qu'elle avait vu la dernière fois, mais son visage était différent, plus fatigué, plus ouvert. Il frappa une fois, puis attendit. Elle ne bougea pas, alors il appela doucement à travers la porte, « Emma, je ne suis pas venu pour clore. » Elle ouvrit la porte, pas parce qu'elle était prête, mais parce que quelque chose dans sa voix ne ressemblait pas à un homme essayant de réparer le passé. Cela ressemblait à un homme enfin assez courageux pour dire la vérité. Il entra mais ne s'approcha pas davantage. « Je n'ai pas appelé parce que je savais que vous aviez besoin d'espace, dit-il, ses yeux cherchant les siens, mais j'ai écrit pour vous, pas pour le monde, pas pour Restauration, pour vous. » Elle ne dit rien, mais ne détourna pas le regard. « Je n'ai pas pu le finir, continua-t-il, pas avant de venir ici. » Puis il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille de partition pliée. Il la posa sur le banc du piano, se tourna et marcha vers la porte. « Je vais partir maintenant, dit-il, mais si vous voulez un jour entendre ce que ça donne, » il la regarda, et pour la première fois depuis des semaines, elle le vit à nouveau. Cette douceur, cette peur, cet espoir. « Jouez-le, termina-t-il, et puis il partit. Emma fixa la page pendant longtemps avant de s'asseoir. Le titre était simple, juste son nom. Emma. Les premières mesures étaient familières. Des notes de son rire, son échauffement préféré, la mélodie qu'elle jouait souvent sans s'en rendre compte, puis venait un motif qui reflétait la pièce qu'ils avaient écrite ensemble, mais légèrement tordue, comme s'il la remodelait à partir des cendres. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas parfait, c'était personnel. Elle commença à jouer, lentement, avec hésitation. Ses mains tremblaient à mi-chemin, pas à cause des notes, mais à cause de ce qu'elles signifiaient. Chaque section était un souvenir. La manière dont elle riait dans la cuisine cette nuit où il avait brûlé le pain, le moment où elle pleurait silencieusement en regardant un coucher de soleil depuis le balcon du Penthouse, la fois où elle s'était endormie au piano et s'était réveillée avec une couverture sur les épaules. Il avait tout remarqué, même quand il n'avait pas parlé. Il avait écouté. La chanson se termina, pas par un climax, mais par une question, un accord non résolu qui ne s'achevait pas tout à fait, suspendu doucement dans l'air, attendant pour elle, attendant ce qu'elle ferait ensuite. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle continuait à entendre la note finale résonner en elle. Elle fit du thé, s'assit près de la cheminée, fixa les flammes. Son cœur l'attirait dans deux directions, vers la sécurité de la solitude et vers un amour qui l'avait blessé mais n'avait jamais menti. Parce que James n'avait plus essayé d'expliquer, n'avait pas défendu. Il avait simplement offert. Et elle réalisa alors que l'homme qui autrefois construisait des murs laissait maintenant des portes ouvertes pour elle. Le lendemain matin, Emma prépara un seul sac. Elle laissa une note sur la table de la cuisine, verrouilla la ferme derrière elle, et conduisit vers le sud, de retour à la ville qu'il avait volée et rendue à elle-même. Elle ne lui dit pas qu'elle venait, n'appela pas, arriva simplement à la Sterling Tower. Le portier ne scia pas. « Bonjour, Madame Carver », dit-il avec un sourire chaleureux, comme si elle n'était jamais partie. Elle prit l'ascenseur jusqu'en haut, entra dans le Penthouse. C'était silencieux. Elle traversa le salon, passa la cuisine, passa les portes vitrées du balcon, jusqu'à ce qu'elle l'entende. Un piano, venant de la salle de musique, elle ouvrit la porte lentement. Il était là, jouant sa chanson, celle qu'il avait écrite, mais cette fois, il n'était pas seul, car dès qu'il la vit, il s'arrêta. Elle s'approcha, sans parler, et s'assit à côté de lui. Il la regarda, comme s'il avait peur de respirer. « Voulez-vous toujours que je la joue » murmura-t-elle. « Non, répondit-il doucement, je veux la jouer avec vous. » Et ils le firent, ensemble, une note à la fois, pas pour réparer ce qui avait été brisé, mais pour recommencer, sans peur, sans contrat, juste de la musique et ce qui viendrait après. Le Penthouse n'était plus une scène. Il n'y avait plus de conversations répétées, plus de distance parfaitement mesurée au dîner, plus de contrat invisible entre les lignes de chaque regard. Maintenant, il n'y avait qu'un homme et une femme, bruts, prudents, se redécouvrant à travers chaque petit acte de vulnérabilité. Ce n'était pas bruyant. C'était doux, comme la première brise après une tempête. Dans les semaines qui suivirent le retour d'Emma, ils vécurent tranquillement. James reprit ses routines, mais moins obsessionnellement. Il travaillait toujours, assistait à des réunions, mais maintenant il rentrait tôt, il cuisinait, mal, mais il essayait. Il s'asseyait près du piano pendant qu'Emma pratiquait, sans dire un mot, juste en écoutant, présent. Elle ne retourna pas dans son ancienne chambre, elle n'en avait pas besoin. Il n'avait pas demandé. Elle n'avait pas expliqué. Certaines choses n'exigeaient plus de confirmation. Il n'était pas amant au sens traditionnel, mais il n'était pas non plus étranger. Ce qui existait entre eux maintenant était la confiance.
Délicate, reconstruite, et encore légèrement tremblante sur les bords, mais réelle. Et cela, à sa manière, semblait plus intime que n'importe quoi de physique. L'album continua de grimper dans les classements à travers le monde. Les chiffres de streaming s'envolaient. La piste titre, Unity, fut utilisée dans des films, des publicités, des vidéos de mariage, et des playlists internationales. Elle devint le son de quelque chose de nouveau, de la redécouverte, d'une douce rébellion, de tomber non pas dans le fantasme, mais dans la vérité. Le label leur fit une offre à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Un concert mondial, Carnegie Hall, une nuit seulement, diffusé en direct. Ils voulaient James et Emma ensemble sur scène, en direct, sans script, brut. Ce n'était plus une question de promotion, c'était une question de performance, pas pour les affaires, mais pour le monde. Et pour la première fois depuis le début, la décision leur appartenait entièrement. Ils s'assirent dans la salle de musique ce soir-là, côte à côte. L'invitation reposait entre eux sur le banc. Emma fixa le logo, ses doigts planant au-dessus des touches, ne jouant pas, juste pensant. « C'est tout ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas », murmura-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Mais c'est aussi tout ce qu'on a créé. Une pause. Et les gens pensent que c'est de l'amour », ajouta-t-elle, même si on ne l'a jamais dit. James ne la regarda pas, mais sa voix était calme, stable. « C'est le cas. » La pièce se figea. Elle se tourna vers lui. Son regard croisa le sien, et pour une fois, il n'y avait pas d'expression protégée, pas de masque, pas de calcul. « Je t'aime, Emma, dit-il, pas à cause de la musique, pas à cause de ce que tu m'as redonné, mais parce que quand j'étais perdu dans une vie que je n'avais pas choisie, tu ne m'as pas juste trouvé, tu m'as vu. » Son souffle se coupa. Il continua. « Peu m'importe si c'est public, peu m'importe si c'est privé, ce qui m'importe, c'est que tu le saches, que tu y crois. » Des larmes brûlèrent ses yeux, mais elles ne tombèrent pas, car la douleur était passée. Ce qui restait était un choix, et elle était prête à en faire un. Ils acceptèrent l'invitation, mais avec des conditions, pas de séance photo promotionnelle, pas d'interview médiatique, pas d'histoire soigneusement orchestrée, juste de la musique, juste... La nuit du concert arriva comme un souffle retenu trop longtemps. Carnegie Hall scintillait en or, chaque siège occupé, des caméras positionnées discrètement dans les coins. Le public bourdonnait d'attente, certains voulant des réponses, d'autres attendant simplement d'entendre la bande-son de quelque chose qui semblait incroyablement humain dans un monde obsédé par la perfection. En coulisses, Emma ajusta sa robe, une simple robe bleu marine, pas de paillettes, pas de théâtralité, juste de l'élégance. James portait du noir. Ils ne parlèrent pas beaucoup avant de sortir. Ils n'en avaient pas besoin. Quand les lumières s'atténuèrent et que les premières notes de restauration résonnèrent dans la salle, tout le reste s'effaça. Leurs doigts bougeaient en synchronisation. Pas répétés, pas mémorisés, mais connus. Chaque note était une conversation, chaque silence un souvenir. Le public ne respirait pas. Lorsqu'ils arrivèrent à Emma, la pièce que James avait écrite dans la solitude et qu'elle avait complétée par sa présence, la salle semblait moins un concert qu'une confession, et quand la note finale résonna dans la salle, douce, inachevée, suspendue dans l'air comme un souffle retenu, James se tourna vers elle et se leva. Il n'attendit pas les applaudissements, ne vérifia pas avec les caméras, il tendit simplement la main vers le micro. La salle devint silencieuse. « Je croyais que l'amour était une transaction, dit-il, une formalité, un accord. » Il regarda Emma. Jusqu'à ce qu'elle s'assoie à un piano chez moi et joue quelque chose que je ne savais pas avoir écrit, jusqu'à ce qu'elle me regarde sans attente et même quand même. Emma se leva à côté de lui. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse, dit-elle doucement, clairement. Je n'avais prévu que de survivre. » Elle marqua une pause. « Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui ne m'a pas sauvé. Il a écouté, et quand je ne pouvais pas parler, il est quand même resté. » James se tourna vers le public. « Je ne vous ai pas invité ici pour une performance, dit-il. Nous sommes venus pour vous dire ceci. Ce qui commence comme une façade n'a pas besoin de le rester. Parfois, faire semblant vous mène à quelque chose de réel. » Il regarda Emma à nouveau. Le monde regardait. Puis il s'agenouilla, pas comme un spectacle, pas comme une stratégie, juste comme un homme prêt à cesser de se cacher. Il ouvrit une boîte. À l'intérieur, une bague simple, pas de diamant, juste un anneau en argent gravé d'une seule note, la première note de restauration. « Veux-tu m'épouser encore ?» demanda-t-il, pas pour l'image, pas pour la survie, juste pour l'amour. Emma rit doucement, puis murmura, « Seulement si nous continuons à composer », et glissa la bague à son propre doigt. Les applaudissements n'explosèrent pas. Ils fleurirent, doucement d'abord, puis plus fort, puis inarrêtables. Mais James ne les entendit pas vraiment, car le seul son qui comptait était le oui et l'avenir qu'il portait. Pour un battement de cœur, le temps oublia de bouger. James était toujours à un genou, Emma toujours debout, et Carnegie Hall sans souffle. La bague en argent à son doigt scintillait doucement sous les lumières de la scène, mais ce n'était pas le bijou qui captivait la foule,
c'était le regard entre eux. Deux personnes qui étaient entrées dans un mensonge et en étaient sorties, en tenant quelque chose de plus vrai que n'importe quelle vœu jamais prononcé. Puis, enfin, elle hocha la tête, pas seulement pour lui, mais à tout ce qui les avait menés ici. Le silence se brisa dans un tonnerre d'applaudissements, mais Emma ne se tourna pas vers la foule. Ses yeux restèrent fixés sur James, dont les épaules s'affaissèrent légèrement, comme un homme qui avait retenu son souffle trop longtemps. Elle prit sa main, l'aida à se relever, et devant des milliers de personnes, sans répétition, sans script ni mise en scène, elle l'attira à elle et l'embrassa. Ce n'était pas ostentatoire, pas théâtral. C'était doux, long, réel. Et le public se leva, comme s'il n'applaudissait pas une performance, mais quelque chose qu'il souhaitait lui aussi trouver, une seconde chance qu'il les choisissait en retour. Les jours qui suivirent furent un chaos. Les gros titres internationaux s'illuminèrent de photos de la demande en mariage des Carver. Des extraits du concert inondèrent les réseaux sociaux. Le baiser fut rediffusé à la télévision. Même les animateurs de Late Night en parlèrent, non pas pour se moquer, mais presque avec révérence. Qui aurait cru qu'une performance de piano classique nous donnerait l'histoire d'amour de l'année? Plaisanta un commentateur. Enfin, une romance de milliardaire qui ne semble pas fausse. Mais derrière cette frénésie, Emma et James firent quelque chose d'inattendu, ils disparurent. Pas d'interview, pas de contrat exclusif avec des magazines, pas de partenariat de marque, juste le silence. Et dans ce silence, ils se choisirent à nouveau, en privé. Une semaine plus tard, ils se tenaient devant une petite chapelle blanche à Willow Creek, Virginie, pas de caméra, juste une poignée de personnes. Clara et Henry se tenaient près de l'autel, se tenant la main avec une fierté discrète. Eleanor, dans une robe lavande pâle, essuyait ses yeux toutes les quelques secondes. Lucas jouait doucement de l'orgue, ses doigts bien moins ostentatoires que d'habitude. Il n'y avait pas de tiare en diamant, pas de mur de fleurs, juste un piano couvert d'éraflures de 10 ans de récital à l'église et Emma, pieds nus, portant la robe de mariée de sa mère, qui avait été rangée dans un coffre en cèdre pendant 27 ans. Elle lui allait comme un souvenir. James attendait à l'hôtel. Pas de smoking, juste un costume gris, la chemise ouverte au col, sans cravate. Alors qu'elle remontait l'allée, Emma ne pensait pas au concert, aux articles, ni au passé. Elle pensait à la façon dont il la regardait quand elle jouait, à la manière dont il disait son nom comme une mélodie, à la façon dont il reculait quand elle avait besoin d'espace et se rapprochait quand elle avait besoin de force. Leurs vœux n'étaient pas récités à partir de cartes. Ils étaient murmurés, si bas que seuls les murs de l'église et les battements de leur cœur les entendirent vraiment. « Je t'ai aimé, dit-elle, avant de croire que je le méritais. Je t'ai aimé, répondit-il, avant même de savoir ce qu'était vraiment l'amour. Et quand le pasteur dit, vous pouvez maintenant embrasser la mariée, ils rirent, car ils s'étaient déjà embrassés devant des milliers de personnes, mais cette fois, ce n'était pas pour le monde, c'était pour eux. Plus tard ce soir-là, ils retournèrent à la ferme au Vermont, non pas comme des fugitifs, mais comme quelque chose de nouveau, mari et femme, sans contrat, sans délai, sans échéance, juste un rythme partagé construit non pas sur la perfection, mais sur la persévérance. Ils dînèrent sur le porche. Soupe et biscuits, lumière de bougies, étoiles au-dessus. L'air sentait le pain et le début de l'automne. Et juste avant que le soleil ne disparaisse, Emma se leva. Elle marcha jusqu'au vieux piano droit dans la véranda, où la fenêtre encadrait la dernière lumière du jour. James suivit. Il ne demanda pas, ne s'assit pas, il se tint simplement derrière elle, regardant alors qu'elle posait ses doigts sur les touches. Puis elle joua une mélodie qu'il n'avait pas écrite, une nouvelle. Elle commença doucement, avec un pouls comme un battement de cœur, puis grandit doucement, pas dramatique, juste vrai. Quand il la rejoignit, c'était sans partition, sans plan, mais ils se trouvèrent dans le son. La pièce n'avait pas de titre, pas encore, mais peu, était-ce le but. Certaines choses n'ont pas besoin de nom pour être réelles. Certaines histoires d'amour commencent comme des façades et se terminent en symphonie. Et alors que la note finale résonnait dans le calme chaleureux de leur maison, James se pencha, murmura juste au-dessus de son oreille, « Ne cessons jamais de composer », ce n'était pas le début qu'ils avaient imaginé. Pas de vue depuis un penthouse, pas de tapis rouge, pas de projecteur, juste 2 tasses de café, un Porsche, le bourdonnement des oiseaux matinaux, et le doux tapotement des touches du piano venant de l'intérieur de leur ferme. C'était calme, mais c'était réel. Et après tout ce qu'ils avaient surmonté, le calme était un miracle. Emma et James s'installèrent dans leur nouvelle vie au Vermont comme 2 personnes apprenant à respirer à nouveau, ensemble. Ils ne se précipitèrent pas. Il n'y avait pas de pression pour transformer leur histoire en une marque, pas d'urgence à prouver que leur amour avait duré au-delà des applaudissements. Ils vivaient simplement. Et dans ce doux rythme de vie, ils commencèrent à créer quelque chose de plus grand que la musique. Ils commencèrent à créer un héritage. La première graine fut plantée un matin frais de novembre, littéralement. Emma se tenait dans la petite grange à l'arrière, passant ses mains sur de vieux bancs poussiéreux laissés par les anciens propriétaires.
Elle se tourna vers James, qui était entré avec 2 tasses de thé et une idée trop grande pour être exprimée d'un seul coup. « Et si on transformait cet endroit en une école de musique ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Ici ? Pourquoi pas ?» répondit-il en haussant les épaules. « On n'a pas besoin d'un label, de classement, ou de date de tournée. On a juste besoin d'un piano et d'élèves. » Elle fixa l'espace à nouveau, tout ce vieux bois, tout ce potentiel, et elle sourit. 6 mois plus tard, l'école de musique et de guérison Carver ouvrit ses portes. Ils ne firent pas de publicité. Ils ouvrirent simplement, et le bouche à oreille se répandit discrètement mais rapidement. Les élèves vinrent de partout, une fille du Maine rural qui n'avait jamais touché un vrai piano, un jeune homme d'Atlanta qui jouait à l'oreille parce que personne ne lui avait jamais appris à lire la musique, une veuve qui n'avait pas chanté depuis les funérailles de son mari il y a 10 ans, un garçon de 12 ans autiste qui communiquait le mieux à travers les vibrations d'un violoncelle. Il ne venait pas seulement pour apprendre. Ils venaient pour ressentir, pour réclamer quelque chose qu'ils avaient perdu, tout comme Emma l'avait fait autrefois, tout comme James le faisait encore chaque fois qu'il touchait les touches. Et ce n'était pas seulement de la musique qu'ils offraient. C'était la liberté. Pas de frais de scolarité, pas de cassette d'audition, pas de prérequis, seulement une question sur le formulaire d'inscription, que signifie la musique pour vous? Les réponses, plus honnêtes que n'importe quel programme ne pourrait l'avoir prévu. C'est le seul moment où je ne me sens pas brisé. C'est comme ça que je parlais à ma mère qui est décédée. C'est la partie de moi que je ne savais pas autoriser à aimer. James lisait chaque candidature lui-même. Il ne regardait jamais leur CV, seulement leurs réponses. Emma, pendant ce temps, passait ses matins à enseigner aux enfants comment faire confiance à leur propre son. Elle s'asseyait sur le plancher en bois avec des tout-petits qui tapaient sur des tambours et avec des adolescents timides qui rougissaient quand ils rataient une note. Son don n'était pas seulement le talent, c'était la présence. Et de temps en temps, quand le soleil frappait la fenêtre juste comme il faut et qu'elle captait son propre reflet au milieu d'un accord, elle souriait, parce qu'elle ne ressemblait plus à la fille de Willow Creek. Elle ressemblait à la femme qu'elle avait lutté pour devenir. Ils jouaient encore ensemble, mais jamais pour des foules, seulement le soir, quand le feu crépitait dans l'âtre et que le monde s'adoucissait autour d'eux. Ils improvisaient des duos. Parfois du jazz, parfois du classique, parfois quelque chose entre les deux. James prétendait souvent être rouillé. Emma levait toujours les yeux au ciel. « Tu as juste peur que je te surpasse » disait-elle. Il souriait. « Tu l'as toujours fait. » Et puis il commençait à jouer quand même, parce que l'amour, comme il l'avait appris, n'était pas une question de perfection. C'était une question de choisir de rester dans la pièce, même quand la mélodie changeait. Un soir de printemps, une figure familière frappa à leur porte. Eleanor, toujours élégante, toujours vive, mais plus douce maintenant, comme quelqu'un qui avait enfin expiré, elle s'assit avec eux sur le porche, sirotant du thé à la menthe et regardant un récital d'élèves à travers la fenêtre. Ses yeux s'embuèrent alors qu'elle murmurait « J'ai toujours su que ta musique compterait, Emma, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle compterait comme ça. » Emma prit de sa main. « Tu ne m'as pas juste appris à jouer, dit-elle. Tu m'as appris à écouter, même quand ça faisait mal. » Eleanor sourit, puis se tourna vers James. « Et toi, ajouta-t-elle, tu as enfin laissé la musique dire ce que les mots ne pouvaient pas. » Il baissa les yeux, humble mais fier, car elle avait raison. L'homme qui autrefois se cachait derrière le silence vivait maintenant dans l'harmonie, pas pour les affaires, mais pour l'amour. 1 an passa, puis 2, puis 5, le monde avança. Nouveaux artistes, nouveaux scandales, nouvelles sensations. Mais Restauration jouait toujours au mariage, Unity faisait encore pleurer les gens dans leur voiture, et une fois par an, sans faute, Carnegie Hall rediffusait le concert, celui qui n'était pas censé être une histoire d'amour, mais devint celle dont les gens parlaient encore longtemps après que les gros titres s'étaient estompés. Ils ne retournèrent jamais sur cette scène. Ils n'en avaient pas besoin, car la plus grande performance de leur vie n'était jamais celle sous les projecteurs. C'était celle qu'ils se donnaient l'un à l'autre. Chaque café du matin, chaque toucher, chaque patience, chaque présence, un amour si discret qu'ils tenaient, et les rares nuits où le doute s'insinuait, quand Emma se demandait si elle en avait fait assez, ou si James craignait de retourner dans l'ombre, l'un d'eux marchait jusqu'au piano, jouait une seule note, et l'autre répondait. C'était la promesse qu'ils avaient faite. Pas d'être parfait, mais de toujours répondre, même si la mélodie était incertaine, surtout alors. Parce que l'amour, il l'avait appris, n'était pas une question de ne jamais perdre son chemin, c'était une question de composer son chemin ensemble. En fin de compte, ce n'était pas le contrat qui avait réuni Emma et James, pas la célébrité, pas la musique. C'était le silence entre une note et la suivante. C'était le choix quotidien d'écouter, même quand il était plus facile de s'enfuir. Parce que le véritable amour, parfois, ne commence pas par un baiser. Il commence par quelqu'un qui choisit de rester,